Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour ce 53e numéro, je vais vous présenter deux créations pour sensibiliser à la préservation de notre environnement. Bonne écoute! Cet épisode va faire écho à l'épisode 18 qui s'appelait Écologie et environnement parle-t-on de la même chose, que je vous invite à aller réécouter si vous le souhaitez. Et pour la première fois dans ce podcast, plutôt que de traiter moi-même d'une thématique, je vais vous faire une sorte de recommandation de créations qui ont été réalisées par d'autres personnes pour faire de la vulgarisation. Alors tout d'abord, je vais vous parler d'une BD, une bande dessinée qui est sortie à la fin de l'année dernière. C'est une BD de 200 pages, un bel ouvrage sur la forme, mais surtout sur le fond. Et cette BD, elle s'appelle Un monde sans fin, qui est sous-titrée Du miracle énergétique à la dérive climatique. Et donc, sans grande surprise, elle aborde de manière pédagogique et vulgarisatrice les problématiques énergétiques et de changement climatique. Cette BD, elle est coécrite par Christophe Blain, qui est auteur de BD, qui a notamment fait la BD Quai d'Orsay, que vous connaissez peut-être, qui avait été adaptée au cinéma. Alors Christophe Blain s'est surtout occupé de la mise en forme, c'est son travail, c'est là-dessus qu'il est le plus expert. Et il s'est donc appuyé sur l'expertise technique, la connaissance et l'expérience de Jean-Marc Jancovici. Jean-Marc Jancovici, c'était une personne au CV assez impressionnant. Donc il est polytechnicien, il est créateur du bilan carbone, vous en avez certainement entendu parler. Il a cofondé à la fin des années 2000 Carbone 4, qui est une société qui accompagne les entreprises dans leur bilan carbone. Bien sûr, c'est logique. Il est aussi cofondateur de l'association The Shift Project en 2010. Donc The Shift Project, c'est un laboratoire d'idées qui se donne pour objectif d'atténuer le changement climatique et de réduire la dépendance de notre économie aux différentes énergies fossiles. Jean-Marc Jancovici est également membre du Haut Conseil pour le climat auprès du Premier ministre et il anime de nombreuses conférences, et notamment celle qui est souvent citée, celle de l'École des Mines, qui est plutôt une série de conférences, c'est plutôt 8 cours même, d'environ 2h30, autant dire que j'ai pas tout regardé, mais quelque chose de très très intéressant pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants, et puis qui vous permettrait de comprendre un peu comment fonctionne Jean-Marc Jancovici dans son approche par rapport à tout ça. Le cours que je vais vous faire est essentiellement un cours basé sur des données d'observation, des raisonnements relativement simples avec les mains. J'espère que ça sera accessible. C'est pas très très différent, pour être très franc, d'un certain nombre de choses que je peux raconter dans d'autres enceintes pour des publics qui n'ont pas été soigneusement sélectionnés sur concours. Donc normalement, vous devriez arriver à suivre. Vous êtes rentré dans cette école en ayant été soigneusement sélectionné sur votre aptitude à résoudre de manière en ayant une aptitude supérieure à la moyenne à résoudre des problèmes compliqués posés de manière exacte. D'accord ? Donc on vous a sélectionné pour entrer dans cette école en vous posant des problèmes qui sont univoques, ils ont une seule solution, ils sont un peu compliqués mais ils ont une seule solution. Et ils sont bien posés, c'est-à-dire que dans l'énoncé, vous avez toutes les informations pour trouver la solution. La vie, et ce que je vais vous raconter à partir de maintenant, c'est essentiellement fait de problèmes mal posés où vous n'avez pas toutes les informations. D'accord ? Et quand on aborde un problème qui est mal posé, on n'a pas toutes les informations, il y a quelque chose qui est extrêmement efficace pour aborder ces problèmes, et ça va être particulièrement vrai dans ce que je vais vous raconter, c'est de raisonner par ordre de grandeur et règle de 3. Et partout dans votre vie, si un modèle sophistiqué n'est pas raccord avec une règle de 3 bien posée, c'est que le modèle a tort. Donc c'est quelques éléments que je vous donne en préambule sur le cours que nous allons avoir le plaisir de parcourir ensemble. À titre personnel, Jean-Marc Jancovici, je l'avais connu il y a une quinzaine d'années à peu près, lorsqu'il était intervenu à Rouen chez Bouygues pour présenter des problématiques climatiques justement. Et à l'époque, même s'il était déjà un très bon orateur et vulgarisateur, il faisait un peu figure d'original. Je me rappelle d'une remarque de mes collègues à l'époque qui disait « Te rends compte, le type n'accepte de se déplacer qu'en transport en commun, il se prend bien la tête alors qu'avec une bagnole, on fait ce qu'on veut quoi ». Et c'est vrai que je me rends compte à quel point les choses ont pas mal changé depuis 15 ans. Alors on est loin d'être arrivé au bout du truc, mais ça m'avait marqué à l'époque et je suis pas sûr que la même remarque existerait toujours dans la même société aujourd'hui. Autant dire qu'avec une personne comme ça, je dirais aux manettes, on n'est pas forcément dans le commentaire climatique du café du commerce après un débat à la télé ou des choses comme ça quoi. On rentre un peu dans le dur. Mais ce qui est intéressant, je vais y venir tout à l'heure, c'est que c'est dans le dur, mais c'est adapté à tout le monde. Alors ces deux personnes, Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici, se sont rencontrés suite à une sollicitation de Christophe Blain, si j'ai bien compris, qui
en écoutant la radio, a eu une crise de conscience écologique qui l'a presque plongé dans un état d'angoisse, d'anxiété. Et donc, il s'est rapproché de Jean-Marc Jancovici, d'abord à titre personnel, pour essayer de mieux comprendre les tenants et les aboutissants, parce qu'ils avaient des interlocuteurs communs. Je me demande si c'est pas le frère de Christophe Blain qui travaillait avec Jean-Marc Jancovici. Enfin voilà. Tout ça pour dire que d'abord, c'était plutôt une initiative individuelle qui s'est transformée en la création d'une bande dessinée. Alors c'est certainement parce que ce sont des sujets qui m'intéressent et pour lesquels j'essaie de rester le plus informé possible, mais j'ai vraiment trouvé cette BD très intéressante. Et ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas dans la discussion stérile du café du commerce. Alors je caricature bien sûr, mais on n'est pas juste dans le pour, le contre et des remarques du type ouais, bah, mon œil, le changement climatique, j'ai dû gratter mon pare-brise ce matin, alors va pas me faire croire que ça se réchauffe. Voilà, on confond souvent météo, climat, parce qu'on manque justement de mise en perspective. Et Jean-Marc Jancovici, en bon ingénieur, avance avec des éléments factuels, avec des chiffres. Et surtout, en complément, en bon vulgarisateur qu'il est, il prend de la hauteur, il met en perspective, n'aborde pas les sujets sous forme de silos, puisqu'il lit l'économie, l'écologie, mais aussi la géopolitique, l'histoire, pour expliquer pourquoi on en est là aujourd'hui et comment ce sont finalement des faits, des fois sociologiques, qui amènent à ce qu'on est aujourd'hui, à la fois ce qui nous a permis de connaître le progrès tel qu'on a pu le connaître au XXe siècle, mais aussi les freins au changement qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Et en fait, en ayant cette approche, je trouve que c'est intéressant parce qu'on peut ne pas être d'accord sur un avis, mais à partir du moment où on aborde des sujets sous l'angle factuel et en présentant les règles de la physique, ce n'est pas vraiment discutable en fait. Après, on peut ne pas forcément être d'accord sur les solutions, mais en tout cas pas forcément poser problème sur les constats. Et ce qu'il aborde régulièrement également, c'est que on peut difficilement parler et rêver de croissance infinie dans un monde qui est limité, ne serait-ce qu'en termes physiques. Tout ça, ce n'est qu'une illusion de continuer de croire qu'on pourra continuer d'avoir des pourcentages de croissance mirobolants pendant des années. Un jour, notre Terre, avec ses limites, cette sphère, n'aura plus de ressources à nous fournir. Et une fois qu'on aura tout épuisé, on ne pourra plus rien faire. Et attention de ne pas aller jusqu'au point de non-retour, qui ne sera certainement pas connu par notre génération, mais dans quelques générations. Alors après, on peut toujours se dire, après moi le déluge, qu'est-ce que j'en ai à foutre ? C'est pas bon, ça sera plus mon problème. Mais ça, c'est encore une autre approche. Et dans cette BD, Christophe Blain joue le rôle du Candide, qui est inquiet, qui veut bien faire, mais qui comprend pas tout. Et finalement, c'est monsieur tout le monde, c'est moi, c'est pour vous, c'est un peu tous ceux qui ne sont pas des experts dans tous ces domaines. Et Jean-Marc Jancovici répond en étayant, en illustrant ses propos, avec un ton et un humour parfois un peu froid et cassant peut-être, mais qui moi en tout cas me parle bien. Je vous invite donc à lire cette BD et à suivre Jean-Marc Jancovici sur les réseaux sociaux et sur YouTube, puisqu'il publie souvent de nouveaux contenus, et notamment sur LinkedIn, il relaye des articles pour lesquels il apporte ses commentaires et son éclairage et ses propositions de solutions. Alors, il ne fait pas forcément l'unanimité pour autant, il est notamment pro-nucléaire, ouvertement pro-nucléaire, pas forcément pro-nucléaire par dogme et par principe, mais en disant que de toute façon, face à l'urgence dans laquelle on est, malheureusement, c'est le choix moins pire à opter actuellement, puisque les énergies fossiles sont à bannir et que les solutions alternatives, pour l'instant, n'existent pas. Et que ça peut être une solution, je dirais, une solution temporaire, en tout cas, à envisager et surtout à développer pour lui. Alors, on peut en discuter de ça encore, on peut ne pas être d'accord. Moi, je ne suis pas forcément un gros pro-nucléaire dans l'absolu, mais cet argument s'entend, je trouve, en tout cas. Alors cette première œuvre que je vous présentais, donc parlait du dérèglement climatique et des problématiques énergétiques, qui est un vrai enjeu, un vrai risque pour l'avenir, mais qui est aussi, à mon sens, un peu l'arbre qui cache la forêt, du moins auprès du grand public. Et il y a de nombreux autres risques qui nous entourent et qui menacent notre environnement. Encore une fois, s'intéresser à l'environnement, c'est pas uniquement faire preuve de sensiblerie mal placée pour les bestioles et les plantes vertes, comme c'est souvent caricaturé. Et surtout, il ne faut pas confondre l'écologie, la science, avec l'écologie politique, qui peut cristalliser des problématiques. L'écologie, la science, c'est l'étude des écosystèmes, globalement, donc, dans lequel nous, on est un élément parmi tant d'autres. Même si ça peut peut-être déranger certaines personnes qui se voient au-dessus de tout le reste de la création, mais n'empêche qu'on s'en rend bien compte. Les catastrophes naturelles, les pandémies, etc., nous font remettre un petit peu les pieds sur terre quant à notre toute-puissance. Alors donc bien sûr, il faut diminuer les émissions de gaz à effet de serre, mais il faut aussi lutter contre les pollutions, quelles qu'elles soient, de toute nature, ou protéger la biodiversité. Et justement, c'est tout l'intérêt de regarder un documentaire qui est disponible sur Netflix, qui s'appelle « Notre planète a ses limites, : l'alerte de la science ».
Je remercie au passage mon ancienne collègue Laura qui a partagé cela sur les réseaux sociaux et qui m'a permis d'aller regarder ce documentaire que j'ai trouvé très intéressant. C'est un film qui est narré par Sir David Attenborough, qui est un écrivain et naturaliste britannique, qui a réalisé d'autres documentaires, dont la très belle série Notre Planète, également sur Netflix, que je vous encourage à regarder, qui est à la fois très belle, mais aussi, si vous êtes éco-anxieux, ça risque peut-être de vous stresser encore plus, mais qui a cette approche de montrer la beauté de la nature, mais aussi sa fragilité. Alors donc ce documentaire, Notre planète a des limites, part d'un postulat. En 2009, le Suédois Johan Rockström, alors j'espère que je prononce bien, directeur de l'Institut de recherche sur les effets du changement climatique de Potsdam en Allemagne, ainsi que d'autres scientifiques ont identifié 9 seuils limites qui ne peuvent pas être dépassés sans mettre l'humanité en danger. Et donc on a 9 limites physiques à notre planète, et le changement climatique n'est que l'un de ces enjeux. Donc la première limite à ne pas dépasser, c'est le dérèglement trop important du changement climatique. Mais on a aussi l'érosion de la biodiversité, la perturbation des cycles biogéochimiques de l'azote et du phosphore, les changements d'utilisation des sols, l'acidification des océans, l'utilisation mondiale de l'eau, l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique, l'augmentation des aérosols dans l'atmosphère et enfin l'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère. Or, d'après ses travaux, Johan Rockström a mis à jour que 4 des 9 limites planétaires sont désormais franchies. Il s'agit du climat, de l'intégrité de la biosphère, de la biodiversité et des nutriments. C'est-à-dire que là, on a dépassé le seuil à partir duquel notre environnement pourrait être profondément modifié au point de ne plus devenir habitable. 2 de ces limites sont sur le point de l'être, les problématiques liées à l'eau douce et à l'acidification des océans. Et ça ne veut pas dire que pour le reste tout va bien, parce qu'il y a encore des limites qui n'ont pas pu être clairement définies, notamment tout ce qui est relatif à l'introduction de nouvelles entités dans la biosphère, par exemple le fait qu'on ait du plastique un peu partout, et des métaux lourds, etc. Mais aussi la pollution de l'air. On ne sait pas encore à partir de quand la limite, le seuil dépassé deviendrait vraiment problématique. Et donc Johan Rockström explique comment nous avons réussi en 50 ans, finalement c'est assez court, c'est un laps de temps assez dingue quand on le voit comme ça, de sortir de la situation stable dans laquelle nous vivons depuis quasiment 10 000 ans. C'est-à-dire que oui, il y avait des hauts et des bas, mais là, la musique qui s'accélère finalement, le rythme s'accélère, la dynamique devient la machine s'emballe. C'est ça en fait qui est inquiétant. C'est pas tant les évolutions qui peuvent être, cycliques. Comme souvent, d'ailleurs, c'est ce qui est souvent reproché en disant ouais, mais il a déjà fait chaud, il a déjà fait froid, voilà, machin. C'est pas tant ça le problème. C'est que ça se fait en général sur des périodes de temps beaucoup plus longues qui font que la machine arrivait à s'autoréguler. Là, on est en train de se dire que si la machine s'emballe, on risque d'avoir effectivement un système qui ne pourra jamais revenir à un état forcément stable. Alors, si vous vous intéressez à ces sujets, c'est possible que vous n'appreniez rien de neuf dans ce documentaire. Mais je trouve que c'est justement là pour faire de la sensibilisation et aborder des notions qui ne sont que rarement évoquées dans les médias. Et lorsqu'on aborde le sujet de l'environnement, de l'écologie, on ne parle souvent déjà que de la thématique climatique qui occupe la majeure partie, voire la totalité des sujets, mais aussi souvent de l'aspect visible ou spectaculaire, la disparition des mammifères. On va nous parler des disparitions des éléphants, des ours blancs, des choses qui vont toucher un petit peu la corde sensible des gens. Mais jamais on parle de la perte de biodiversité qu'on peut constater chez les invertébrés ou chez les végétaux. Et donc ce format, je trouve, relativement court, il doit durer 1h30, c'est un format intéressant qui est expliqué assez simplement, en fait, sans de charabia trop scientifique qui peut rebuter certaines personnes pas forcément, initiées à certaines approches, certaines notions, et qui permet surtout une prise de conscience, de mon point de vue. Ça, c'est grâce justement à des propos qui sont étayés, encore une fois, c'est factuel, tout en restant relativement digeste et compréhensible, parce que c'est justement bien illustré, et puis qu'il y a plusieurs scientifiques qui interviennent de chacun dans leur domaine, ce qui permet de mettre tout ça en corrélation et de façon, homogène pour comprendre les enjeux globaux. Alors c'est pas très gai tout ça en fait, vous allez me dire, ça c'est un petit peu pessimiste ce que tu nous présentes. Eh ben non, justement, je l'ai partagé d'ailleurs récemment, moi je suis plutôt quelqu'un de résolument optimiste. Et justement optimiste dans le sens de la citation que je vais vous citer, qui est celle de Frédéric Lenoir, qui dit qu'être optimiste, c'est faire un constat lucide au travers duquel on envisage les solutions plutôt que les problèmes. Mais aussi, je peux citer une autre personne qui n'est pas forcément un philosophe, qui n'est pas connu pour sa philosophie en tout cas, c'est Martin Bouygues, qui dit qu'il faut être pessimiste dans la réflexion, mais optimiste dans l'action, c'est-à-dire envisager les scénarios possibles en imaginant le pire et nous y préparer, mais une fois que la décision est prise, s'engager à fond, avec pour seul objectif réussir.
Donc moi c'est comme ça que je fonctionne, hein, clairement. Hein. C'est vrai que on va me dire ouais mais tu vois toujours le mal partout, voilà, on va quand même pas se prendre la tête pour ça, etc. Mais en fait, ce qui me permet souvent de garder cet objectif, cette approche optimiste, c'est justement parce que j'ai peut-être vu le mal partout et que je me suis préparé que finalement c'est pas ce qui se passe. J'ai tout mis en œuvre pour que tout se passe bien en fait. Et si les choses se passent bien, c'est peut-être parce que justement j'ai été suffisamment critique et peut-être dans l'anticipation, dans la prévention. Encore une fois, la prévention, c'est quand même voir les mauvaises choses pour éviter qu'elles interviennent. Donc ça reste dans cette démarche d'amélioration continue. Et donc être optimiste, trouver des solutions plutôt que des problèmes dans les problématiques qui nous concernent, ça ne signifie pas de retourner à un mode de vie amish, hein, comme ça a pu être évoqué il y a quelque temps, ou de retourner vivre dans des grottes et de s'éclairer à la bougie. Non, loin de là. Et d'ailleurs, cette semaine, Jean-Marc Jancovici a mis une courte vidéo de 3 minutes en ligne dans laquelle il aborde justement des solutions avec des alternatives concrètes et finalement assez optimistes en faisant de la production de valeur, toujours. C'est pas parce qu'on essaye de voir les choses sous un autre angle qu'il faut voir la décroissance comme le grand méchant risque qui va nous tomber dessus, où on va tous être déclassés, on va se retrouver à ne plus pouvoir rien faire et retourner au Moyen-Âge, telle la vision apocalyptique qu'on essaye de nous présenter souvent. Depuis maintenant 1 an et demi, le Shift Project s'est lancé dans la conception de ce que nous appelons le plan de transformation de l'économie française, ou PTEF quand on l'appelle par son petit nom. Il s'agit en gros d'essayer de comprendre ce que cela signifie pour les divers secteurs de l'économie de notre pays, de se mettre en conformité avec la trajectoire de baisse des émissions qui est la contrepartie logique de l'accord de Paris que notre pays a signé et ratifié. Il s'agit donc de mettre l'ensemble de nos activités productives en conformité avec une baisse annuelle des émissions de gaz à effet de serre dans le monde de l'ordre de 5%, ce qui est absolument considérable puisque 3 fois sur le dernier siècle et 3 fois seulement une baisse de cette nature a été observée dans le monde, en 1932, en 1945, on imagine la cause, et en 2020 à cause du Covid. Et il faut répéter ça tous les ans si nous voulons respecter la limite de 2 degrés de hausse de la température planétaire et toutes les conséquences qui vont avec. Nous avons décidé, pour faire ce plan de transformation de l'économie française, de commencer par raisonner physique, puisque le problème à traiter est physique. Nous avons 15 secteurs qui représentent soit des pans de l'économie, soit des usages. Et pour ces 15 secteurs, nous nous intéressons à que doivent faire les gens et avec quelles ressources si on veut que les émissions baissent à la bonne vitesse. Donc nous avons commencé par avoir un raisonnement physique. Par exemple, si on veut que 20% de la population se déplace à vélo plutôt qu'en voiture, combien il faut de gens pour fabriquer les vélos, pour vendre les vélos, pour entretenir les vélos, pour réparer les vélos, etc. C'est ça l'esprit du plan de transformation de l'économie française, c'est de commencer par raisonner sur les grandeurs physiques, en décidant que l'argent, on en parlerait plus tard, une fois qu'on aurait compris comment le système doit s'organiser. Et ça fait écho justement à un échange que j'avais eu avec Tristan Nitto lors du festival NWX, en disant que c'est pas un frein à l'innovation de voir l'angle sous un angle moins de la croissance. Et on peut faire mieux sans toujours faire plus. Voilà, c'est peut-être cette approche-là qu'il faut avoir. Et puis je paraphraserai mon ancien directeur général qui disait en Codir, lorsqu'on avait des intervenants qui des fois traînaient les pieds pour mettre en application des changements dans leur manière de faire, ça m'avait marqué et j'aime bien la ressortir cette phrase-là. Tu peux toujours trouver des excuses ou des justifications pour ne pas faire aujourd'hui, mais si on ne le fait pas, c'est notre pérennité qui est en jeu. Et lorsqu'on n'aura plus d'entreprise, tes excuses d'aujourd'hui ne te seront plus d'aucune utilité. Encore une fois, si j'ai dit que j'étais optimiste, et plutôt, je dirais, dynamique dans l'action, j'essaye et j'espère ne pas être donneur de leçons ou moralisateur. Et si les solutions peuvent apparaître comme étant simples, à défaut d'être faciles, il existe tout un tas de raisons pour qu'une grande partie de la population soit réticente à ce changement d'approche, à ce changement de façon de fonctionner, etc. etc. Alors, les raisons, ça peut être peur du changement. Déjà tout bêtement, c'est-à-dire que moi je suis comme ça, j'ai pas envie j'ai peur de l'inconnu, là-dedans je suis dans ma zone de confort, j'ai pas envie de changer quoi. Il y a la peur tout bête de l'avenir et de se dire mais je préfère pas penser à l'avenir parce que je sais qu'il va être horrible, donc c'est un peu la solution de l'autruche, je mets la tête dans le sable et puis ce que je vois pas ça n'existe pas. C'est un mode de fonctionnement de plein de personnes, hein. C'est pas un jugement, hein. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça par principe, qui se mettent des œillères et je préfère pas savoir que ça existe, comme ça au moins j'angoisse pas. Ça peut être aussi des raisons d'efforts nécessaires à fournir que des gens n'ont pas envie de faire parce qu'ils vont perdre du confort, parce qu'il va y avoir moins de facilité, parce qu'on va me demander de fournir un effort supplémentaire, ou en tout cas c'est vu comme ça. Tu vois, le côté négatif de la chose plutôt que le bénéfice en fait.
il y a un gros sujet, je pense, qui est important, c'est l'aspect désillusion qui peut exister. Et notamment, j'ai entendu il y a quelques mois, une personne, alors je me rappelle plus qui c'est, j'ai essayé de retrouver, mais je sais plus qui c'est, une personne publique, c'était quelqu'un d'assez connu, ça m'avait interpellé que cette personne-là fasse un peu cet aveu. C'est une personne d'une 50aine d'années, 50-60 ans, je sais plus, et qui disait, en gros, je ressors dans le contexte, parce que j'ai pas retrouvé la citation, j'ai pas retrouvé la personne, mais qui disait, j'entends bien tout ce qu'on me dit, mais quand on a grandi avec un discours de l'énergie infinie, d'un avenir toujours meilleur, de l'humanité, de sa technologie qui n'apportera que du rêve, du progrès, une approche de toujours plus, sans jamais se soucier du lendemain. C'est dur, à mon âge, de me dire que mes rêves d'enfant n'ont été qu'une illusion et qu'aujourd'hui, je dois payer la facture. Donc je le comprends, mais mon cerveau a du mal à l'accepter. Et ça m'avait interpellé, cette phrase-là, parce que effectivement, moi, j'ai grandi dans les années 80. Donc j'ai eu aussi cette illusion en 2000, dans l'an 2000, on roulera avec des voitures, il y aura des voitures volantes, il y aura des choses comme ça, puis on n'a pas soucié, puis on aura inventé l'énergie perpétuelle, et puis ces trucs comme ça, et puis l'humain, ça fait 50 ans qu'on arrive à inventer des trucs les plus incroyables qui existent, et c'est dur de se dire que finalement, l'innovation va pas forcément passer par le toujours plus, mais dans essayer de faire mieux, et ça fait peut-être moins rêver, en fait, de dire qu'on aura toujours une télé plus grande, de se dire que notre télé, elle sera peut-être pas forcément plus grande, mais elle consommera 90% de moins. Ouais, ça fait pas rêver les gens, quoi. On a plus envie d'avoir un truc incroyable, génial, et d'avoir cette espèce d'effet waouh. Et effectivement, avoir une voiture qui consomme moins, c'est toujours moins impressionnant qu'une voiture qui roule à 500. Voilà, c'est cette approche-là. Et je comprends ce côté de désillusion par rapport à des espoirs qui avaient été fondés à une époque. Donc je comprends tout à fait ça. Il y a aussi l'individualisme, qui peut être un fonctionnement. Voilà, c'est encore une fois, c'est des schémas de pensée, c'est pas facile de changer son fonctionnement, et j'entends souvent d'ailleurs, c'est pas dit comme ça, mais c'est un peu comme ça que c'est dit, c'est si je peux me le permettre, je vois pas pourquoi je m'en priverais. Et sous-entendu, il y en a d'autres qui le font, moi j'en vis, et puisque j'ai envie, ça devient un besoin, et puisque j'en ai besoin, je considère que j'ai pas à me priver. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très régulièrement aussi. Et c'est dur d'aller à l'encontre de ce type de raisonnement, clairement, et de fonctionnement. Et puis il y a aussi les systèmes de dogmatisme et de croyance, notamment, moi, par dogme, je suis convaincu, ce que je vous disais tout à l'heure, on finira bien par trouver une solution, c'est comme ça, moi j'ai pas à m'inquiéter, de toute façon, l'humain a toujours trouvé des solutions, on crée peut-être des problèmes aujourd'hui, mais de toute façon, on arrivera toujours à trouver une solution qui répondra aux problèmes qu'on crée en ce moment. Ça, c'est une fuite en avant. Effectivement, il y a souvent des solutions qui existent. Mais est-ce qu'un jour, on ne va pas arriver justement au point de non-retour où on se dira, ouais, mais là, c'est quand même un problème qui nous dépasse. Et voilà, etc., etc. Et des fonctionnements comme ça, des raisons pour justement être réticent à des changements. Il y en a plein, encore une fois. Et c'est à la fois la force et la beauté de l'humanité, de cette diversité, mais c'est aussi la difficulté justement d'arriver à fédérer autour de certains problèmes quand on a plein de raisons de justement pas vouloir y adhérer. Et d'ailleurs, à titre personnel, j'ai pu constater très récemment des exemples de freins au changement. Alors, je vais vous donner vraiment un exemple très personnel, alors quoi qu'il rejoint un peu le cadre professionnel, puisque j'ai récemment fait l'acquisition d'un vélo assistance électrique pour éviter de prendre mon véhicule pour les trajets domicile-bureau, ce qui représente en gros une quinzaine de kilomètres par jour aller-retour. Et donc, mon approche, c'était de dire, pour améliorer mon empreinte écologique, j'ai fait l'acquisition de ce matériel. Je sais très bien que c'est pas du tout ce qui va changer le monde, mais comme j'aime bien mettre mes actes en corrélation avec mes paroles et ma conscience, j'ai opté pour cette approche-là. Et c'est l'allégorie du colibri, c'est pas parce que le colibri qui, avec son petit bec et sa petite taille, arrive avec sa petite goutte d'eau pour essayer d'éteindre l'incendie, en disant je sais très bien que c'est pas ça qui va changer le monde, mais en tout cas, j'y contribue et je peux pas détourner la tête. Et donc j'en ai fait part sur les réseaux sociaux, comme je l'ai dit, en disant que c'était pour améliorer mon empreinte carbone. À aucun moment j'ai dit que j'étais plus vertueux que les autres, ou que j'étais arrivé à zéro et à la perfection. Et donc c'était juste un fait. Voilà, je partageais le fait que j'étais content d'avoir acheté un vélo pour justement moi mettre mes paroles, mes paroles en action. Voilà. Et je ne demandais pas d'éloge et j'exigeais de personne de faire la même chose, mais j'ai quand même eu pas mal de commentaires qui m'ont surpris sur les différents réseaux sociaux, donc les réseaux qui soient privés, pro, etc. Et donc j'ai eu des gens qui m'ont expliqué que c'était une fausse bonne idée, qu'en gros j'allais me compliquer la vie, que j'allais être limité dans plein de choses et que j'allais le regretter, etc. Donc bon, ok, pourquoi pas. C'est un type de remarque que j'ai pu avoir, mais j'ai aussi eu des gens qui m'ont dit poêle électrique, mais c'est du nucléaire, donc c'est pas écolo, ou des batteries, mais c'est dangereux et ça pollue vachement, donc c'est pas écolo. Donc limite, ce qu'on me faisait comprendre, c'est que je ferais mieux de continuer de prendre ma voiture moi tout seul,
dans ma voiture de plusieurs centaines de kilos plutôt que mon vélo électrique avec une petite batterie qui faisait 22 kilos, etc. Voilà. Je dis pas, j'ai pas d'explication, j'ai pas fait le calcul, hein. Mais comme ça, a priori, si je devais faire le calcul, je suis convaincu que le bilan énergétique d'analyse de cycle de vie est quand même beaucoup moins important avec mon vélo, même électrique nucléaire avec des batteries, qu'avec une voiture. Mais là, j'avais l'impression que les gens, je les agressais en leur disant mais vous allez tous devoir y passer. C'est ça en fait. Je pense qu'il y a eu ce côté-là en fait derrière, en disant mais non, mais tu es en train de nous imposer une façon de penser et moi je veux pas faire ça, donc je vais trouver des excuses pour pas le faire. C'est comme ça que je le vois, fera un changement. Après, j'ai aussi eu des personnes qui m'ont dit ouais, c'est bon, c'est pas à mon échelle que ça va changer grand-chose si je prends ma voiture. Sous-entendu, le problème, c'est les autres. Moi, c'est pas à moi de faire des efforts, c'est à eux d'en faire. Un peu ça aussi. Et puis, j'ai eu aussi d'autres approches complètement différentes. Des gens qui m'ont dit « Pouah, électrique, c'est un truc de feignant, viens pas dire que tu fais du vélo dans ce cas-là. » Voilà. Et j'ai vraiment eu des vrais messages. Il y en a qui me l'ont dit sous le ton de l'humour. Hein. Je sais très bien qu'il y a des gens qui me l'ont dit sur le ton de l'humour. Et là, je vous ai fait un résumé. Mais j'en ai eu des dizaines, vraiment. Si je fais le lien, j'en ai eu des dizaines, des trucs comme ça. Là, je les ai regroupés par thématique. Mais je me suis dit, c'est quand même assez dingue. Je l'ai imposé à personne. À aucun moment, j'ai imposé aux gens de faire ça. Je voulais juste, moi, être exemplaire. À titre personnel. C'est juste en disant, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. C'est tout. Après, faites comme bon vous semble. En votre âme et conscience, c'est votre problème. Et j'ai vraiment eu cette impression que je heurtais des gens en disant, voilà, on va nous imposer ça. Voilà. Ah, c'est ça le rêve écolo-bobo, c'est tout le monde en vélo, etc. Moi, je veux continuer de prendre ma bagnole et faire ce que je veux. J'ai jamais dit ça à personne. D'ailleurs, même à titre personnel, dans mon foyer, je l'impose à personne. C'est moi qui veux faire ça. J'impose à personne d'autre de faire la même chose et de se déplacer en vélo. C'est vraiment individuel, un choix individuel. Et donc tout ça, on le retrouve aussi dans les entreprises. C'est-à-dire, moi je le retrouve régulièrement, au-delà de l'environnement, dans plein de choses. Les freins au changement, c'est de dire, mais pourquoi on changerait ? On a toujours fait comme ça, il n'y a rien à gagner. Ouais, enfin, t'es gentil avec ta solution, mais elle n'est pas parfaite, alors moi je préfère continuer avec mon truc encore pire. Ça arrive souvent. Hein. On arrive avec un truc qui n'est pas forcément abouti, mais qui est quand même mieux que ce que les gens ont, et dire, ah mais non, c'est pas parfait, moi je continue avec mon truc pourri. Mais c'est dingue. Et je vais continuer de me plaindre de mon truc pourri en attendant. Ou alors le fait de dévoyer le problème en disant non mais moi ça va, alors chez moi ça va, c'est nickel, par contre va voir à l'étage en dessous parce que eux vraiment ils ont besoin. Et ça c'est des trucs, voilà, c'est dévier le problème pour ne pas soi-même changer. Alors moi encore une fois, je veux pas changer, je veux pas être comme je disais moralisateur, donneur de leçons, etc. Je suis loin d'être parfait. Alors là, je suis bien placé pour savoir que je suis pas parfait, mais dans une démarche d'amélioration continue, j'essaye de m'améliorer chaque jour, de faire un peu mieux, en tout cas de faire moins pire, ça dépend de quel angle on le prend, mais en tout cas de faire mieux pour ne pas attendre qu'il soit trop tard et me dire ah si j'avais su. De mon point de vue, je l'ai déjà souvent dit dans ce podcast, il est toujours préférable d'anticiper un problème et d'envisager les solutions plutôt que de devoir être au pied du mur et d'avoir une solution ou des solutions qui s'imposeront à nous, qu'on n'aura pas choisi et qu'on subira, quoi. D'ailleurs, il n'y aura pas une solution, puisque au même titre qu'il n'y a pas un seul problème avec une seule cause par problème, il n'y aura pas qu'une solution certainement à toutes les problématiques qu'on connaît. Et donc c'est pour ça que tout doit être pris dans une approche globale et systémique, qui est aussi un sujet qui me tient à cœur. Alors pour finir, c'est l'occasion de reboucler avec ce par quoi j'avais commencé, puisque j'avais commencé avec Marc Jancovici. Et je vais reprendre avec justement une publication qu'il y a eu cette semaine où il commentait un article du Monde où il disait en substance, ce que l'article ne dit pas explicitement mais qu'il suggère néanmoins, c'est qu'une partie du pétrole sera remplacée par, 3 petits points, rien. Et ça s'appellera, selon la manière dont nous le gérons, de la sobriété ou de la pauvreté. Et ça joue vachement. C'est-à-dire que quand on l'aura anticipé, on pourra dire on a été plus sobre. Si on le subit, il va y avoir malheureusement plein de gens qui vont se retrouver sur le bord de la route et qui vont être, je dirais, qui vont être les maillons de la chaîne, les derniers maillons de la chaîne. Ne seront pas les premiers de cordée, pour encore citer quelqu'un, mais qui seront encore pas forcément ceux qui auront les capacités de pouvoir s'adapter le plus facilement. Donc la sobriété, elle est choisie, la pauvreté, elle est subie. C'est une grosse différence. Et moi, j'ai trouvé que ça faisait un écho aussi à un film qui a un petit peu cette approche justement de on fonce à 180 dans le mur, mais on y va toujours à fond. Et puis tant qu'on n'a pas tapé dans le mur, on en profite parce qu'on est grisé par cet aspect vitesse. Et là, si je parle d'un déplacement linéaire
horizontale, je vais vous parler d'un autre sujet qui est tiré du film La haine de Mathieu Kassovitz. Et c'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer « Jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien ». Mais l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et voilà, je pense que là actuellement, on est en train de chuter, et c'est de se poser la question comment on peut faire en sorte, au lieu de se dire bah voilà, on continue comme ça, se dire est-ce qu'il n'y a pas un moyen de tomber à quelque chose pour amortir le choc, finalement, voire pour nous faire rebondir, pourquoi pas, qui sait, un trampoline. Voilà, trouver une solution encore une fois, plutôt que de ne voir que les problèmes. Alors si vous êtes encore là alors que cet épisode est beaucoup plus long que d'habitude, c'est certainement que ce podcast vous a plu, je l'espère. Et si vous a plu, parlez-en autour de vous. Vous pouvez laisser des notes et des commentaires sur les annuaires de podcasts de type Apple Podcast ou Podcast Addict. Surtout, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. Le bouche à oreille et la recommandation sont les meilleurs moyens de promotion. Vous pouvez me suivre en vous abonnant à ce podcast dans votre application de podcast préférée ou directement sur le site de l'huile dans les rouages, delhuiledanslesrouages.fr, site sur lequel vous pouvez vous abonner à la newsletter hebdomadaire dédiée à l'amélioration continue. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn en tapant tout simplement de l'huile dans les rouages. Et vous pouvez me poser des questions, m'interpeller, me contredire par rapport à ce que j'ai dit sur ces mêmes réseaux sociaux. Et depuis peu, vous pouvez également rejoindre le serveur Discord de l'huile dans les rouages dédié à l'amélioration continue. C'est un espace libre d'accès avec divers salons pour publier des contenus, poser des questions, partager des retours d'expérience, voire venir me dire si vous êtes d'accord ou pas du tout d'accord avec ce que j'ai pu présenter dans cet épisode ou dans d'autres. C'est l'occasion d'échanger de façon assez directe. Il est aussi possible d'écouter ce podcast via l'application Tumult qui vous permet de commenter en temps réel et de pouvoir peut-être créer des discussions avec les autres auditeurs. J'espère que ça vous a donné envie d'aller lire cette BD, de voir ce documentaire, d'être curieux, de creuser certains sujets. Et il me reste donc à vous souhaiter de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt.